Donc, bonsoir à tous, bienvenue pour le sixième webinaire déjà, sixième semaine de confinement, donc on est le 22 avril. Alors maintenant on compte à l'envers, c'est-à-dire qu'il reste, je ne sais même plus, il reste 18 ou 19 jours avant le déconfinement, qui va ne pas être une libération totale. Il y a pas mal de choses qui vont se passer, mais il y a pas mal de choses aussi sur lesquelles on se pose quand même beaucoup de questions. Ce soir, on a changé un peu. Bay n'était pas disponible ce soir et donc on change de crèmerie, entre guillemets. Et on a du coup ce soir le plaisir d'accueillir Oliver Wellman. C'est Germain Thérault et Bernard Demeure qui vont intervenir juste après ma petite intro. Je vous rappelle donc de ne pas avoir le son. Alors Bernard, je vais juste couper le son, mais le temps de mon intro et je te remets après. Je sais où tu es maintenant, Ok. je t'ai vu. Voilà. Donc le son normalement est coupé. Vous avez la main pour le remettre, mais je vous demanderai de ne pas le remettre. Si vous avez des questions à poser, vous êtes invité à utiliser dans le menu, il y a quelque chose qui s'appelle Converser, donc c'est une sorte de chat. N'hésitez pas en fait à faire part de vos commentaires et à poser vos questions sur ce menu Converser. Et à l'issue de la présentation de Germain et de Bernard, je me ferai votre porte-parole et c'est moi qui poserai les questions. Germain pourra voir également et Bernard pourront voir ces questions-là, mais je ferai en sorte de gérer le temps pour qu'on ait à la fois le temps d'avoir un peu de questions-réponses. Et si on n'a pas le temps parce qu'on est arrivé au bout, ces questions-là, en fait, je demanderai à Oliver Wyman, pardon, de bien vouloir en fait y répondre aussi de manière ultérieure. Je vous rappelle également que l'enregistrement de ce webinaire sera disponible ainsi que une présentation que Oliver Wyman est prêt à partager, une synthèse qu'on rédige, que l'équipe de l'Institut du commerce rédige pour vous. Tous ces documents-là seront disponibles dès demain, fin de matinée. Normalement, si on n'est pas en retard, mais fin de matinée demain, vous aurez la possibilité, et surtout ceux qui n'auront pas pu se connecter ce soir auront la possibilité de revoir toute cette présentation. Donc, la présentation d'Oliver Wyman, commerce alimentaire, ne sera plus comme avant, 5 orientations pour préparer l'après-Covid. Donc ça, je laisserai la parole à Germain et à Bernard juste après. Et je prendrai 5 minutes à la fin, en fait, pour partager avec vous un certain nombre d'informations sur l'activité de l'Institut du commerce, parce qu'on ne fait pas rien non plus pendant cette période. Déjà, on est pas mal actifs pour vous, et c'est très bien, tant mieux. Mais on essaie de réfléchir en fait à comment nous aussi, en fait, cette sortie de confinement, en fait, va avoir quelques impacts en fait sur l'activité. Et il y a un certain nombre de thématiques en fait qu'on a commencé à travailler avec vous. Et je voudrais partager ça en 5 minutes. Ce ne sera pas très long, mais je pense que c'est important. Puis il y a 2-3 infos et une question que j'aimerais vous poser également en fin de webinaire. Donc je vais m'arrêter là. Je vais passer la parole à Germain. Donc j'ai retiré. Donc Germain, tu peux partager. Et alors, excusez-moi, je vais. Et je suis unmuté. Voilà, tu es muté, mais il faut que je mute Bernard, ou si tu peux le faire tout seul, parce que C'est fait. Voilà, ça c'est bon. c'est Je fait. Bah pense que voilà, normalement super, c'est bon. bravo, Normalement c'est bon. bravo. Donc c'est à Bonsoir vous. à tous. Merci Xavier pour l'invitation et merci à tous d'être présents pour nous écouter ce soir. Effectivement, nous allons essayer de partager, nous allons partager un certain nombre d'éléments pour essayer de répondre aux interrogations que vous pourriez avoir en anticipation de ce qui se passera après. En rapide introduction, effectivement, on le rappelle, même si c'est une évidence, ce qui se passe en ce moment, cette crise du Covid est un défi qui n'est jamais arrivé pour le commerce alimentaire, pour tout le commerce en général, mais pour tous les métiers en général, et pour le commerce alimentaire en particulier, avec à la fois des disruptions chez les consommateurs, des contraintes assez fortes en termes de ressources humaines, parce qu'évidemment les collaborateurs sont aussi touchés personnellement ou d'un point de vue familial, et puis aussi du coup tous les casse-têtes d'approvisionnement que cela pose pour la première ou la deuxième raison que j'ai invoquée juste avant. Et du coup, dans ce contexte, les acteurs du commerce alimentaire, sur toute la chaîne, se retrouvent en première ligne. Et on le sait, on le voit, on l'entend, on en parle pas mal. Ils sont déjà bien engagés dans la gestion de cette crise.
à la fois le pic de panique qui a été au démarrage de la crise, mais aussi maintenant dans la phase de confinement qui est une sorte de normalité un peu spéciale. Et tout ça a déjà fait l'objet de nombreux articles sur les bonnes pratiques à suivre pendant la période. Donc l'objet aujourd'hui pour nous, c'est plutôt de se tourner vers le futur en essayant de réfléchir à ce qui pourrait valoir le coup de préparer pour réussir dans l'après-crise. Et donc, on a essayé de résumer un peu ça autour de 5 dimensions structurantes pour vous aider un peu à concentrer l'action. Alors, ces dimensions, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Donc, ces dimensions, on les a structurées. On part du consommateur, on part du client. Donc, les 2 premières dimensions, on va parler et on va alterner entre Germain et moi du consommateur. Ensuite, on va parler des collaborateurs, qui sont un élément clé. Et on va terminer par les aspects de coût et les aspects de concentration du secteur. Donc, pour avancer sur le premier sujet, des nouvelles tendances de consommation, en fait, on va se retrouver, selon nous, dans une situation avec trois facteurs clés. Un facteur qui est, en fait, la révolution du retail, du commerce était déjà en cours, prend un coup d'accélérateur. Le deuxième, c'est la récession. Et le troisième, c'est quand même des ruptures créées par la crise. Donc, sur l'omnicanal, alors déjà, avant la crise, il y avait une demande latente, il y avait une demande qui était en avance par rapport à l'offre. La crise fait que beaucoup de gens sont passés sur le web. Par exemple, en France, mais dans d'autres pays également, le nombre de personnes qui ont commandé, ça a doublé. Et donc, on voit bien que des gens qui ont peut-être fait le passage plus tard l'ont fait un peu contraint et forcé, même si dans certains cas, les sites web ont été suspendus un certain temps. Et donc, le challenge que ça pose, c'est un énorme besoin d'investissement pour justement pouvoir faire face de manière normale à ces nouvelles manières de faire le commerce. Et la demande était latente, là elle s'est exprimée, il y a une vraie attente, et qu'un système où on sait que, là vous voyez par exemple, la troisième ligne c'est la France. Vous voyez qu'il y a pratiquement, si on a 18% de gens dans l'échantillon qu'on a regardé qui avaient déjà commandé en ligne de l'alimentaire avant, il y en a 14% en plus qui ont commandé, donc on a presque doublé. Et en plus, il y a une chose qui est étonnante peut-être en France, c'est que la proportion de gens qui disent qu'ils vont rester en ligne est assez faible. Et nous, de nos hypothèses, c'est qu'il y a encore l'énorme blocage du prix, et que dans d'autres pays, on voit des solutions de livraison qui sont au même prix que le magasin ou même moins cher, ce qui n'est pas encore le cas en France. Donc, on a des drives qui fonctionnent très bien, mais au-delà de ça, il y a d'autres pays qui montrent des solutions de livraison à domicile en alimentaire à coût égal au magasin. Et donc, ça, c'est clairement un axe de travail. Le deuxième axe, si on revient à la page précédente, Germain, c'est toutes les solutions d'abonnement ou de créer des habitudes. Ça peut être des paniers préparés, ce qu'on a vu notamment pendant la crise, mais c'est aussi une création d'habitudes. Et on voit quand même que certains acteurs, on a certainement tous vu récemment un grand retailer français qui avait investi dans une start-up de circuit court, de mise à disposition. Donc le fait de dire créer plus d'habitudes auprès des consommateurs, se les attacher un peu plus par des systèmes de récurrence, des systèmes d'abonnement, pas nécessairement obligatoire, on voit que ça marche. Et le troisième, la France était plutôt avancée, les seuils autorisés augmentent, ils augmenteront encore, mais c'est clair qu'on va rester pendant longtemps dans une phase un peu compliquée en termes de santé, et que toutes les solutions qui sont sans contact sont clairement des choses qui vont être recherchées. Germain, tu veux parler peut-être du out of home et du stay at home en bon français dans le texte? Absolument. Bernard disait effectivement que dans cette évolution des consommations, il y a plusieurs dimensions. Donc, il vient de vous décrire les dimensions d'accélération de la révolution du retail. Ce qu'on voit aussi, c'est des nouvelles tendances apparaître qui sont liées à ce qui est en train de se passer. Donc, une première chose à envisager, c'est de préparer le contre-coup du confinement et le retour de
du out of home ou away from home, ça dépend comment vous l'appelez, du hors domicile, avec potentiellement une augmentation des ventes de produits festifs ou de consommation d'extérieur. Les barbecues, ça va être la saison, vont faire leur retour, mais il y a plein d'habitudes de consommation qui vont sans doute exploser par, on va dire, effet compensatoire ou de frustration, fin de frustration. Et évidemment, tout ce qui concerne la restauration hors domicile, restaurant, etc., va se développer. Mais l'idée, c'est que pour le commerce alimentaire, essayer d'anticiper un peu ces tendances-là dans les prochaines semaines et en réalité tous les mois qui arrivent sera important. Et en même temps, sortir de chez soi, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde ne va pas revenir à de nouvelles habitudes qu'ils viennent de prendre sur l'économie du stay at home, donc le fait de télétravailler. Alors, ce n'est pas forcément idéal pour tout le monde, mais pour certains, ça devient plus confortable. Et donc, ça amène à se poser de nouvelles façons de consommer l'alimentaire, mais aussi le non-alimentaire. Alors, on parle de la décoration et de l'intérieur, parce que effectivement, quand on a son nouveau bureau chez soi, ça amène à de nouveaux types de consommation. Donc, réfléchissez à tout ce qui concerne le stay at home, qui va continuer de concerner une grande partie de vos clients, que ce soit d'un point de vue culinaire, la préparation à domicile, mais aussi hors alimentaire. Et ensuite, une des choses qui est née pendant la crise ou qui s'est renforcée pendant la crise, c'est cette notion liée à l'inquiétude et à la peur de manquer, cette nécessité de stocker. Et donc, du coup, les gros formats vont probablement garder un peu de présence et devront garder de la présence dans les linéaires. Donc, il faut probablement anticiper ça. Et puis également des produits qui étaient peut-être moins tendance avant, qui vont le devenir un peu plus autour de l'hygiène et de la santé. On pense évidemment aux masques et au gel hydroalcoolique. Mais pas seulement, parce que l'épicerie sèche ou les ingrédients, parce que la farine, on parle des achats de machines à pain qui ont explosé ces dernières semaines. Une fois qu'on a sa machine à pain, effectivement, les tendances à acheter de la farine vont probablement continuer à être accentuées. Voilà pour ce qui concerne les produits. Effectivement, dans les enquêtes consommateurs qu'on a fait récemment, on montrait qu'il y avait, alors c'est le cas aussi en France, une proportion un peu plus forte à acheter des produits plus basiques, des big packs, enfin les grands contenants, et aussi de la marque propre. Voilà le genre de choses qui pourraient perdurer après cet épisode. Et sur les tendances dont on parlait à l'instant, le cuisiner à la maison, alors ça c'est une question spécifique qu'on a posée à plus de 1000 consommateurs en France sur des tendances qui pourraient rester demain. Et le cuisiner plus à la maison, pour presque un tiers des répondants, restera une tendance assez forte a priori. Moins le prêt à consommer apparemment. En revanche, le consommer plus local, et ça amène à notre dernier élément sur ces changements d'habitude de consommation, est assez massivement demandé en France, plus que sur la moyenne des pays qu'on a interrogés. Dans le monde, c'était à peu près 40%, et là, on est à plus de 50% pour les consommateurs français. Et ça vient illustrer une autre tendance assez forte de notre point de vue, qui est du coup une action pour vous, acteurs du commerce alimentaire, c'est de renforcer la connexion avec vos clients autour de thématiques citoyennes et solidaires. On l'a vu, cette crise a été un marqueur assez fort de ces sujets. Donc, il y a des questions autour du localisme, parce que qui a entendu parler de ces producteurs de produits frais locaux qui étaient mis en difficulté du fait de la fermeture des restaurants ou de la fermeture des marchés ouverts. Donc, c'est un sujet qui est sensible et qui le restera. On l'a vu à l'instant. Un sujet autour du patriotisme. Certains, d'ailleurs, dans les acteurs non alimentaires de e-commerce, en ont fait une forme de marque de fabrique. Je ne sais pas si vous avez vu le site de la FNAC qui s'est coloré des couleurs du drapeau français. Mais donc voilà, ces choses-là sont des axes sur lesquels vous pouvez rebrancher ou continuer de brancher vos consommateurs.
Et le dernier point, c'est les tendances de solidarité entre populations. Et là-dessus, il y a des questions pour vous de continuer, comme vous l'avez fait pendant la crise, d'offrir des services dédiés aux populations soit vulnérables, soit celles qui auront été en première ligne pendant la crise. Et en l'occurrence, d'ailleurs, vos propres collaborateurs, on y reviendra tout à l'heure, que ce soit pour simplifier les courses, mais également en sécurisant leur fidélité avec des messages et des offres qui leur soient dédiés. Voilà pour cette première partie sur les changements de consommation liés à la crise ou accélérés par la crise. Le deuxième grand axe… Voilà. Et juste pour répondre à une question que j'ai vue, quand on parle du retour vers le out of home, on veut dire que par rapport au niveau zéro, en guillemets, où il est maintenant, il va remonter. On ne redit pas qu'il va revenir à son niveau préexistant. Ce qui fait une bonne liaison avec ce deuxième sujet, c'est que de fait, on a parlé de la révolution du retail et l'effet d'accélération, on a parlé des impacts spécifiques du Covid, mais il y a quand même un impact récession qui va être extrêmement fort. Et alors, si on montre peut-être juste la page avec l'enquête, Germain, s'il te plaît. Voilà. Donc, quand on a demandé comment les gens perçoivent l'évolution de leur situation économique, on voit qu'une majorité perçoit ou c'est une réalité que ses revenus a diminué et pratiquement personne n'a augmenté. Donc, on est en train de rentrer dans une récession. En disant ça, c'est enfoncer une porte ouverte. Donc, c'est un contexte qu'il faut pouvoir gérer. Certains estiment que les ménages français ont déjà perdu 11 milliards de pouvoir d'achat. Alors, on s'attend à ce que le redémarrage soit plutôt lent. En Chine, par exemple, où il y a quelques semaines d'avance quand même, où ils s'attendaient à un redémarrage plus rapide, plutôt en V ou en L, où les consommateurs étaient plutôt, ils ne sont pas sur cette page Chine, mais une enquête similaire en Chine montrait des consommateurs plutôt plus optimistes. Le redémarrage, quel que soit le type de consommateurs, que ce soit des familles, que ce soit des jeunes adultes, est plus lent que ce qu'ils avaient anticipé. Donc, un énorme besoin de travailler sur sa compétitivité, prix, promotion, etc. Et il y a plein d'indicateurs qui vont dans cette direction-là. On voit bien que dans les récessions précédentes, les enseignes qui avaient une très bonne image prix ont progressé aux dépens des autres. On sait bien qu'avant même le Covid, les enseignes discount continuaient à progresser. En Belgique, comme vous le savez probablement, pendant 15 jours, les promotions ont été interdites. Ça a eu un effet immédiat sur les perceptions des consommateurs. Donc, il y aura d'une manière ou d'une autre, alors je ne sais pas si c'est une nouvelle guerre des prix ou une poursuite de la baisse des prix, de la guerre des prix, mais une vraie compétitivité sur les prix, même si à côté de ça, on en parlera plus tard, les coûts augmentent. Donc, il y a un vrai enjeu là et un besoin de gérer par rapport à ça, de gérer les promotions, de gérer les prix, également d'ajuster son offre. Et alors, sur l'offre, ce qu'on avait vu dans des récessions précédentes et qui est parfois paradoxal, c'est qu'il y a clairement des opportunités pour des produits qui ont un bon rapport qualité-prix, et notamment les marques propres. Et dans certains cas, ce n'est pas toujours des produits d'entrée de gamme, c'est-à-dire des produits premium bien positionnés. Dans la récession précédente, il y a 10 ans, avaient très bien fonctionné. Et le dernier point qui est plus actuel que dans les récessions passées, c'est le développement de l'occasion, de l'économie circulaire, enfin, bref, d'autres façons de consommer un certain nombre de produits. Donc, il y a clairement cette notion de pouvoir d'achat, de combien les gens sont prêts à dépenser. Il y a aussi des questions de trésorerie, peut-être, Germain? Absolument. Et là-dessus, notamment le contexte de fermeture de certains commerces, de chômage partiel, etc., vont amener des problématiques de liquidité, enfin de disponibilité de cash. Et du coup, pour faire face à ça, ce sera important de réussir, à renforcer ses politiques de crédit conso en tant que commerçant. Alors aujourd'hui, il y a des outils nombreux qui existent. Et probablement, il serait utile et intéressant de renégocier avec vos partenaires bancaires pour qui d'ailleurs ce sera probablement une façon de générer des revenus rentables dans une situation où ça va être très compliqué pour eux aussi. La deuxième chose, c'est potentiellement systématiser un peu l'encaissement différé. C'est des choses qui existaient déjà. La question, c'est comment réussir à avoir des modèles qui permettent de le rendre plus libre, plus flexible. Et aujourd'hui, ça peut même se digitaliser. Il y a des exemples de solutions qui permettent de maîtriser un peu mieux le système de paiement par chèque pour pouvoir suivre le niveau d'encours.
Et puis, alors, on parlait de l'occasion à l'instant d'un point de vue vente et offre. Il y a une question aussi qui peut se poser, c'est l'achat de produits d'occasion, qui peut être un moyen de donner à ses clients des opportunités, d'avoir du pouvoir d'achat additionnel à dépenser dans les rayons de vos magasins ou de vos enseignes. En particulier, si c'est via des systèmes de bons d'achat. Voilà sur la partie difficulté de trésorerie, ce qui nous semble important en termes d'action à engager. Après, on ne va pas détailler ça maintenant, mais un troisième type d'action, ça sera de réussir à utiliser à bon escient et de rester très en veille sur tous les mécanismes de soutien public à l'économie, que ce soit sur le côté emprunt, avec les garanties existantes, les dispositifs fiscaux et sociaux, et aussi les mécanismes d'appui à l'initiative économique, qui localement peuvent vous aider avec des partenaires à trouver des moyens de générer de l'activité différemment pour répondre aux questions qu'on vient d'indiquer sur des offres nouvelles, sur des services nouveaux, etc. etc. Donc, des choses qui sont à surveiller. La troisième grande orientation, c'est pour nous un point assez essentiel dans cette crise et en réponse à cette crise, c'est de créer une nouvelle donne RH organisationnelle et de talent. Dans la mesure où cette épreuve aura, c'est le cas de le dire, mise à l'épreuve vos équipes, vos organisations, les aura amenés parfois à se réinventer aussi. Et donc l'idée ici, de notre point de vue, c'est sur 3 dimensions. 1, assurer l'engagement. 2, revoir peut-être vos organisations pour peut-être les simplifier ou les rendre plus agiles. Et le 3e point, c'est trouver des moyens d'investir dans des talents qui permettent de répondre aux enjeux de demain, ceux qu'on listait au début du fait de cette accélération de la révolution du retail. Donc sur le premier point, investir dans l'engagement de vos équipes et des collaborateurs, de notre point de vue, c'est assez essentiel parce que, en termes de rapide introduction là-dessus, on est dans une période où normalement, le commerce est un peu plus apaisé par rapport au reste de l'année. Les vacances de printemps sont des vacances où les gens prennent leurs vacances, prennent le temps vraiment de couper pour se redonner de l'énergie, pour préparer le lancement de l'été et puis ensuite pour avoir une deuxième moitié d'année où on sait qu'il y a beaucoup d'énergie à donner. Là, ça n'aura pas été le cas. Toutes vos équipes, que ce soit dans les équipes centrales ou les équipes terrain, auront été mises à l'épreuve et ont utilisé beaucoup d'énergie pour résoudre des problèmes tous les jours. Donc l'idée, c'est là de réussir à les garder engagés en célébrant les victoires et leur résilience pendant cette crise. C'est peut-être évident, mais c'est important. Et j'imagine, je sais, on le sait, vous le faites déjà un peu, mais il va falloir trouver un moyen de continuer à le faire dans les semaines et les mois à venir. Il y a une deuxième chose peut-être, et c'est un point qui ressort aussi dans les réflexions stratégiques, c'est de fédérer vos équipes autour des valeurs, de vision et de mission qui puissent leur permettre de leur donner aussi une nouvelle énergie. Donc aujourd'hui, je pense que vous devez vous en rendre compte au quotidien, cette crise, c'est à la fois une mise à l'épreuve et un catalyseur de votre raison d'être. Et du coup, c'est probablement le bon moment pour essayer de se reposer la question de sa pertinence et de la nécessité éventuellement de la recommuniquer ou de la vivifier. Donc ça, c'est un point important et il va falloir absolument passer un peu de temps à y réfléchir. Et le dernier point, et ce qui peut aller d'ailleurs parfois avec la question de l'image de marque, on pourra y revenir à un autre moment. Dernier point, c'est savoir reconnaître et remercier l'effort que vos collaborateurs ont fait en plus pendant ces dernières semaines. On a réfléchi, alors, de la même façon que vous pouvez avoir des plans d'animation commerciale dans vos enseignes, il peut y avoir une réflexion sur le plan d'animation collaborateur pour continuer à, sur la durée, leur donner des éléments de motivation, qu'ils soient matériels, qu'ils soient de service, qu'ils soient symboliques. À la fois temporaire, mais aussi parfois permanent, parce qu'il y a peut-être des rôles modèles qui ont aussi émergé pendant cette période et il faut savoir aussi pour qu'on
compléter ce qu'on disait sur cette partie vision et valeurs, mettre en avant certaines valeurs et les récompenser justement. Sur l'organisation, les choses qu'on indique là, c'est que ce qui s'est passé aussi pendant cette crise a permis de mettre en évidence certaines possibilités que vous n'aviez peut-être jamais osé mettre en œuvre ou engager par le passé, notamment pour ce qui concerne la polyvalence. Par la force des choses, les collaborateurs ont été obligés d'être un peu sur tous les fronts et parfois même découvrant qu'ils pouvaient faire des choses qu'ils n'auraient jamais voulu faire par le passé, aussi dans un contexte où, étant en première ligne, ils étaient mis en valeur. Donc, c'est aussi une des choses sur lesquelles il va probablement être opportun de réfléchir pour savoir comment capitaliser sur cette nouvelle opportunité. L'automatisation, c'est le deuxième point. Ça peut être un axe aussi de réflexion parce que il est rendu même peut-être nécessaire pour plus de prévention et plus de protection de vos collaborateurs et de vos clients. Donc, ça peut permettre d'obtenir deux pierres d'un coup, c'est-à-dire que d'avoir à la fois des gains de productivité liés à cette automatisation qui sont rendus légitimes par cette nécessité de mieux protéger les équipes. Et puis finalement aussi une question sur la simplification du reste de l'organisation parce que pendant la crise, on s'est rendu compte que certaines décisions, certains processus pouvaient être simplifiés, allégés, rendus plus fluides. Donc il y a des opportunités aussi à envisager de ce côté-là. Et le dernier point qu'on indiquait à l'instant, c'était développer, Bernard, je ne sais pas si tu veux éventuellement mettre un petit point additionnel là-dessus, les savoir-faire sur les domaines à valeur ajoutée. À la fois autour du produit et du client. Donc, c'est effectivement, on va parler là en ce moment de talent de co-création, de savoir engager vos fournisseurs, d'avoir des engagements conjoints entre consommateurs, fournisseurs, industriels et enseignes de distribution. Et donc, ça implique d'avoir des savoir-faire qui utilisent différemment ces talents-là. Autour de la donnée, ça c'est un deuxième point fondamental. Là aujourd'hui, vous vous en rendez compte plus que jamais sur tout ce qui concerne la prévision, ce qui concerne la logistique, ce qui concerne l'utilisation de vos données consommateurs, etc. Être capable d'être plus réactif et de voire même aller jusqu'à des algorithmes prédictifs d'intelligence artificielle. Et ça, c'est des savoir-faire qui sont extrêmement spécifiques pour le coup où des recrutements plus que du développement interne sera nécessaire. Et enfin, le dernier point, autour des opérations. On parlait à l'instant de l'automatisation et ça, c'est pareil. Ça impliquera d'avoir des talents et des expertises qui n'existent pas forcément aujourd'hui dans vos métiers, qui doivent permettre d'accélérer ces choses-là et de les rendre plus fluides dans vos façons de fonctionner. Quatrième grande orientation, de notre point de vue, serait la transformation des opérations pour gagner à la fois sur les revenus et sur les coûts. Alors ça, c'est rendu nécessaire par le fait que la période qui s'annonce, et on parlait tout à l'heure, Bernard insistait sur le changement macroéconomique qui va s'opérer, c'est aussi une nécessité pour vous de vous armer contre ou pour faire face plutôt, pour le dire positivement, au vent contraire qui risque de s'annoncer et pour être plus à la fois flexible en termes de coûts et plus, j'allais dire, conquérant en termes de revenus. Et donc là-dessus, la première dimension, c'est de réussir à renforcer votre relation avec vos clients pour maintenir et ou développer votre chiffre d'affaires. Et là-dessus, les dimensions clés, c'est évidemment la fidélité, l'animation commerciale et les outils d'aide à la décision pour à la fois avoir de la visibilité et du contrôle sur le niveau de performance de ces actions, mais aussi être capable d'aider à la décision vos équipes au quotidien. Sur le programme de fidélité, vous avez tous vu pendant la crise que les
les clients étaient plus ou moins fidèles du fait des nouvelles contraintes qui s'imposaient à eux. On l'a d'ailleurs mesuré, alors on ne l'a pas ici, mais on pourra vous le partager, qu'effectivement, il y avait en France, un tiers des consommateurs qui avouaient leur, entre guillemets, infidélité, au moins temporaire, à leur enseigne habituelle. Et effectivement, la question pour vous, si on prend de l'autre côté du miroir, c'est comment conserver, pour ceux qui ont gagné des clients, les clients que vous avez gagnés pendant cette période, comment maintenir la fréquence et la taille du panier de vos clients historiques, et comment reconquérir les clients qui sont éventuellement partis ailleurs pendant cette période-là. Et donc là-dessus, à la fois les nouveaux outils digitaux, que ce soit les réseaux sociaux ou on parlait des solutions de paiement sans contact, mais toutes les solutions de paiement digitalisées doivent vous permettre aussi à réfléchir à un certain nombre d'actions plus fines, plus précises. Et une des choses derrière ça aussi, et je pense que cette crise l'a fait émerger, c'est faire renaître le contact humain et de rendre un peu plus personnel et personnifier, entre guillemets, cette fidélité en faisant de vos collaborateurs des vecteurs de celle-ci. Et c'est important parce que aujourd'hui, on le voit, vos personnels dans vos enseignes sont en première ligne et sont sollicités et sont remerciés. Ils sont aussi le visage du commerce que vous faites. Donc, la fidélité passe aussi par là. C'est essentiel. Il y a une question sur l'animation commerciale. Effectivement, les promotions ont été, alors dans certains cas, elles étaient interdites. Dans d'autres cas, elles étaient rendues entre guillemets non pertinentes, voire impertinentes. On pense je crois que c'était la pub pour Castorama sur il est temps de sortir ou quelque chose comme ça qui était arrivé un peu à mauvais escient. Mais là aujourd'hui, tout ce qui s'est passé pendant cette période vous a amené à réinventer la façon de faire de la promotion en insistant plus sur le local, en insistant plus sur le digital. Et donc là, typiquement, réussir à capitaliser sur ce qui s'est passé là pour le rendre plus systématique et rendre vos promotions à la fois plus personnalisées, plus flexibles, raccourcir leur processus de définition parce qu'on sait la lourdeur que ça peut impliquer, le lead time qu'implique une création de catalogue. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles vous avez certainement intérêt à réfléchir pour les mois à venir. Et du coup, on en parlait à l'instant, il y a un certain nombre d'outils qui vous permettent de piloter ça, d'avoir la visibilité sur l'impact et de gérer en termes de décision et d'aide à la décision la mise en place des mesures. Bernard, je te laisse éventuellement continuer sur la partie achat marchand. Oui, donc on est face à un challenge compliqué vu que on voit que pour faire face à plus d'incertitudes et plus de volatilité, on a besoin d'avoir un peu plus de marge de manœuvre. Donc, ça augmente la taille du bilan, ça augmente les coûts. Par exemple, un retailer avec lequel on travaille pense que ses coûts ont déjà augmenté de 5%. Et donc, on pense également, comme j'ai dit tout à l'heure, que les marges vont être sous pression, vu qu'il y a la guerre des prix va plutôt aller s'intensifiant. Donc, face à ça, on doit parvenir à trouver de l'efficacité. La bonne nouvelle, c'est que vous avez tous fonctionné de manière très, très efficace, vous avez trouvé de nouvelles manières de travailler pendant la crise. Donc, il y a des leçons à prendre et des nouvelles manières de travailler. Donc, dans l'adaptation des relations fournisseurs, les coûts de production, vu les mesures de distanciation qui sont avec nous pour au moins 12-18 mois, s'il va plus, qui vont être nécessaires partout, y compris dans les outils de production, l'augmentation des coûts de transport, les mêmes contraintes, etc. Également des mesures de soutien, où dans certains cas, plusieurs distributeurs ont déjà amélioré leurs conditions de paiement pour les petits fournisseurs. Donc tout ça, ça fait des augmentations de coûts qui
pour pouvoir être compensés, demandent de modifier les manières de travailler avec les fournisseurs. Également, ce qu'on a vu, et on avait vu déjà en Chine, on le voit ici aussi, c'est qu'on a vu des partages d'informations avec les fournisseurs beaucoup plus forts. Alors, dans certains cas, il y a des problèmes juridiques, donc ça peut demander des adaptations juridiques, mais ça peut permettre de créer plus de fluidité dans le flux. Et également, sous réserve des limites juridiques, on a vu quand même des coopérations entre concurrents dans l'un ou d'autres pays qui n'auraient pas été possibles lors de la crise. Il y a quand même des choses à garder, probablement, notamment en termes de coûts logistiques, pour ne pas se retrouver dans une impasse, dans un effet de ciseau entre la baisse des marges et la hausse des coûts. Donc, globalement, ce qu'on dit là, c'est l'illustration de la page suivante. Germain, s'il te plaît. Voilà. C'est de dire qu'on pense qu'il y a toute une série d'ajustements dans la chaîne achat-approvisionnement que vous avez fait et dont certains pourraient devenir permanents. C'est-à-dire que vous avez tous trouvé des manières de travailler qui ont pu permettre de passer avec moins de ressources parce qu'il y avait de l'absentéisme lié au besoin de garder les enfants, lié aux maladies, lié X raisons, parce qu'il y avait des produits manquants, etc., parce qu'il y avait un manque de moyens de transport, parce qu'il y avait etc., etc. Donc, des failles de travailler qui sont peut-être pérennisables. Et donc, il y a un thème au-delà de ça. Donc là, on a surtout parlé des relations fournisseurs et des achats. Mais à la page suivante, on élargit ça en disant les autres types de coûts, tous les coûts d'achat non marchand, tous les autres coûts extérieurs. Dans notre expérience, il reste de la marge. La possibilité de simplifier les opérations. Alors, c'est quelque chose qui demande de l'investissement, c'est quelque chose qui passe notamment par l'automatisation, à la fois pour des raisons de santé, mais également pour des raisons de coût d'efficacité. Il y a des écarts entre les distributeurs, mais il y a clairement des marges de manœuvre. Et le troisième point, qui est d'une nature différente, c'est le fait de dire ça demande également de piloter ses dépenses de manière plus agile et plus pertinente. C'est-à-dire que la récurrence, on voit qu'il y a plus de volatilité, que la récurrence des opérations, la récurrence des volumes, la prévisibilité, tout ça a un peu volé en éclats pendant la crise. On voit que certains outils ont dû être déconnectés. Donc, il y a un véritable enjeu de dire, pas nécessairement de faire plus compliqué, mais de focaliser peut-être plus sur ce qui aide à prendre une décision et d'avoir des systèmes de pilotage qui sont plus pertinents par rapport aux décisions à prendre. Et en particulier, un enjeu qu'on voit beaucoup, c'est comment est-ce que vous combinez dans l'information que vous combinez pour prendre des décisions, des données qui sont en guillemets très mathématiques, des chiffres, et à côté, ce que perçoivent, ce que voient les gens sur le terrain dans les magasins, sur le terrain d'un entrepôt ou dans les opérations, et qui sont parfois des indicateurs avancés et très très pertinents à côté des seuls chiffres. Donc un énorme enjeu de coût. Et notre cinquième grande dimension, ensuite, à partir de la page suivante, c'est de dire, on a entamé en disant le commerce alimentaire ne sera plus comme avant. Ça s'applique sur ces dimensions-là aussi, sur le paysage sectoriel. Donc, c'est une menace, mais c'est aussi une opportunité. Ça va forcément changer. Alors, les opportunités de croissance, fortement, et donc des opportunités d'intégration, notamment verticale ou adjacente ou géographique. La notion de relation, de dire est-ce que dans certains cas, j'ai intérêt à être plus présent dans le dernier kilomètre, ce que certains font en France ou dans d'autres pays. Également de dire, c'est peut-être l'occasion de passer d'une logique qui s'est construite très centrée magasin à des logiques qui sont plus omnicanales et plus centrées clients. Et peut-être justement des opportunités pour les retailers, en particulier alimentaires, qui ont montré leur résilience à travers la crise, et de se dire qu'il y a peut-être des petits acteurs innovants qui sont fragilisés aujourd'hui et qui peuvent être des façons de se renforcer, à la fois gérer plus la relation avec le client en amont, communiquer avec le client en dehors des moments où il y a un magasin et autrement que par des prospectus. Donc ça, c'est plutôt vers l'amont.
Et vers l'aval, comment est-ce qu'on gère la mise à disposition de derniers kilomètres, que ce soit en magasin, que ce soit en point de retrait, que ce soit chez le client. On voit la direction, mais il y a beaucoup de choses à faire et on voit certains acteurs qui ont déjà acquis des petites structures de ce type-là. Bon, également, vu la difficulté des mois et années à venir, certains vont souffrir plus, ce qui sera l'opportunité pour d'autres d'acquérir soit des équipes, soit des actifs, soit des emplacements. Certaines grandes enseignes sont déjà à l'affût, sont déjà en cheville avec certaines banques pour être mises au courant en avance de phase des emplacements qui se libèrent. Il y a forcément quelque chose, il y a des coups à jouer. De la même manière que, ici on a parlé essentiellement de la France, mais ça se passe partout, donc dans certains cas, ça peut être des opportunités de partir à l'étranger. Donc tout ça, c'est l'opportunité qu'on a plutôt typé acquisition. Sur la page suivante, peut-être, voilà, on a plus réfléchi en termes de partenariat et d'alliance. Ces types de mouvements peuvent également faire via des partenariats ou des alliances. Donc on retrouve cette notion de dire ça peut être en amont, ça peut être des fournisseurs notamment locaux, ça peut être créer une différenciation. Si on veut réduire quelque part la propension des consommateurs à passer facilement d'une enseigne à l'autre, à changer, à ne pas être très fidèle, est-ce qu'on peut avoir une offre plus différenciée? Ça peut être sur des secteurs adjacents et ça peut être également en aval, sur les derniers kilomètres et sur la communication. Et dans l'adjacence, que ce soit le partenariat ou l'acquisition, on a vu le déplacement de l'activité Autofrome et le rôle des grossistes alimentaires et comme ils ont tout faire. Dans d'autres pays, il y a eu des alliances, même des rachats entre grossistes alimentaires et grandes surfaces alimentaires, plus qu'en France. Ça peut tout à fait être une opportunité de développement. En sachant que pour les grandes surfaces alimentaires, l'intérêt des grossistes, c'est qu'ils ont, même si le métier n'est pas le même, il y a quand même des savoir-faire de relations clients, des savoir-faire de livraison qui peuvent être utiles, notamment dans des systèmes où, par exemple, les livraisons ne sont pas organisées à partir de points centralisés, mais sont organisées à partir de magasins qui ont la place pour le faire ou à partir de hubs logistiques. Et donc, tout ça, on voit bien qu'il y a une pression sur les marges, il y a des besoins d'investissement, il y a des opportunités. Donc, on pense que l'image miroir de ça, je reviendrai à ça dans un instant. Donc, c'est au message suivant, s'il te plaît. Voilà. Ça demande aussi des moyens. Alors, les moyens, il y a certains qui ont des moyens énormes. Germain, on peut revenir à la page précédente. C'est pas nécessairement, la France n'est pas nécessairement prioritaire pour ces gens-là, mais le cours de bourse de Walmart, il monte depuis la crise. Des gens comme Ahold Delhaize, la boursière est stable. Colruyt, qui avait souffert l'an dernier, est en forte hausse depuis la crise. Donc, il y a des gens qui ont des moyens, sans même parler des gens purement digitaux qui sont à gauche sur cette page. Nous, ce qu'on dit, c'est que pour bien se positionner pour le futur qui est juste devant nous, dans certains cas, peut-être que la bonne option, j'en reviens à la page suivante, ce sera de décider d'arbitrage, de dire peut-être que je fais un centrage géographique. Également, peut-être que je ne garde pas tout mon parc, peut-être que je sors une plus forte performance de mon parc en le recentrant, ou bien également, pour dégager des ressources, si je ne les trouve pas sur le marché, je me désengage d'actifs qui sont moins stratégiques et qui sont peut-être liquides. Alors, en termes financiers, on sait que les investisseurs financiers sont pour le moment peu attirés par la distribution. Ils sont encore très prudents vu l'évolution globale en course au retail. Par contre, on a déjà vu depuis le début de la crise du Covid des retailers lever des fonds, que ce soit des fonds propres, enfin des fonds propres ou que ce soit de la dette. Moi, j'ai vu des exemples dans d'autres pays à des conditions tout à fait acceptables. Donc, c'est un bon moment aussi pour avoir des projets, parce que ce qui est certain, c'est que le paysage ne sera plus le même demain qu'il n'est aujourd'hui.
Voilà, on essaie de laisser un peu de temps pour l'échange. Germain, je ne sais pas si tu veux faire une synthèse ou une conclusion. Vous l'avez vu, il y a effectivement, sous ces 5 orientations, donc effectivement, évolution des habitudes de consommation, impact macroéconomique, impact, changement de la donne RH, orga et talent, évolution de vos opérations, que ce soit sur la partie revenu ou sur la partie coût, et changement du paysage sectoriel et opportunité d'acquisition, d'alliance ou pertinence de cession. Sur ces 5 dimensions, il y a un certain nombre du coup d'axes et d'actions potentielles. Toutes ne seront pas forcément pertinentes pour l'ensemble des acteurs que vous représentez. Hein. C'est évident, du fait de là où vous êtes aujourd'hui, des actions que vous avez chacun déjà engagées ou des orientations stratégiques que vous voulez donner à votre activité. De la même façon, tous n'auront pas les moyens d'engager tout en même temps. La question de notre point de vue, c'est comment, dans les jours, semaines à venir, faire le point sur cette situation à l'aune de ces 5 grandes orientations et essayer de prioriser pour vous l'action qui sera la plus pertinente. Voilà. Alors, je ne sais pas, Xavier, comment tu veux fonctionner pour les questions. Alors, J'essaie d'être dans le timing sur le… Oui, le timing, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci Bernard et merci à Germain. Il y a quelques questions alors, qui étaient un peu plus sur le début d'ailleurs, le début de votre intervention, en particulier sur la partie RH. Alors, je vais remonter un peu dans le temps. Sur la partie RH, 2 questions. Une qui était… il y a des habitudes qui ont été prises en télétravail pendant cette crise. On en a eu la preuve vivante, je pense, à peu près tout le monde. Hein. Est-ce que ça ne peut pas se traduire à partir du moment où il va y avoir un retour alors progressif dans les différents bureaux? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une certaine forme de fronde sociale en cas de retour trop marqué et rapide aux anciennes pratiques du travail? Bonne question. Commencer, et je te laisse continuer, Germain, mais enfin, il y a 2 choses. Un, il y a déjà certaines enseignes qui ont clairement dit que les sièges, par exemple, ne repartiront pas comme ils étaient avant. Donc, je pense que les sièges dans la distribution telle qu'on les a connus, à très court terme, de toute façon, il y a les problèmes de distanciation, mais au-delà de ça, tout le monde s'est rendu compte qu'on pouvait fonctionner sans ça. Donc, il y a plusieurs enseignes qui sont déjà en train de repenser le fonctionnement. La fronde sociale, je vais me lancer, puis j'essaie de continuer. Il y a un énorme enjeu, et l'enjeu est peut-être plus dans les magasins et dans les entrepôts qu'ailleurs. C'est clair que le rôle, pour avoir les ministres qui félicitent la distribution, de mémoire le français, il y a longtemps qu'on n'avait plus de manière aussi vocale, même si certains députés ensuite ont dit des bêtises. Mais oui, il y aura forcément une espèce de notion de je ne sais pas si vous appelez ça un nouveau contrat social, mais ou front social, enfin, comment on veut l'appeler. Mais, les gens qui n'ont pas faibli, qui ont été en première ligne, qui ont joué le jeu, oui, il y a une attente. Okay. Germain? Pas mieux. Je pense que sur la partie front sociale, effectivement, je suis pas sûr que ça arrive dans les fonctions centrales, celles qui ont été en tout cas soumises à ces changements et au télétravail. Et pour le coup, j'ai plutôt l'impression que les directions sur cette partie-là, enfin le management sur cette partie-là, ont l'intelligence de comprendre que les nouvelles façons de travailler pourront être encore adaptées en grande partie à l'avenir. D'accord. Alors, il y avait une question qui était assez proche, en fait, que je lis directement comme ça. Quel avenir des open space et des flex space? C'est une bonne question. Un peu, Bernard. non, mais soyons clairs, on a tous le sujet, nous comme nos clients. Donc, à court terme, il faut tout à fait modifier l'utilisation de ces espaces. Mais je pense que ce que certains clients nous disent, c'est qu'eux voient des équipes sièges qui sont repoussées probablement dans d'autres localisations qu'ils ont. Donc, l'éclatement quelque part des sièges. Et puis peut-être un besoin, alors je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour certaines startups ou quoi, mais un besoin malgré tout de présentiel
de temps en temps. Donc, est-ce que ça va être des espaces loués ou autre chose? C'est une bonne question. Parce que dans les gens à qui on parle, personne ne dit qu'il n'y aura plus de présentiel du tout. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion de dire on ne va pas repartir avec des sièges de 1000, 2000, 3000 personnes. Parce que ce n'est pas faisable avec les contraintes pour les 12-18 prochains mois. Et puis deux, on se rend compte que ce n'est pas la meilleure manière de travailler. Donc, il y aura clairement un avant, un après, quoi. Ok. Une autre question, alors qui était plus sur le point précédent, la partie RH, qui était plus sur l'aspect macroéconomique et trésorerie. Donc un commentaire qui a été fait à ce moment-là, et pourtant les Échos annoncent 55 milliards d'économies réalisées par les ménages en 2 mois. Donc Oui, c'est relatif au pouvoir d'achat. Oui, alors les chiffres que nous on a utilisés, ce sont les chiffres de l'OFCE, donc l'Observatoire français des conjonctures économiques, plus ou moins croisés avec ceux de XERFI. Donc, je ne connais pas les chiffres des Échos, donc je ne sais pas ce qu'ils calculent. Ce que l'Observatoire français des conjonctures économiques a essayé de faire, c'est de se dire, dans la perte de revenus, quelle est la part qui tombe sur les ménages. Et donc, ils aboutissaient à ce chiffre-là, qui représenterait environ 50 € par semaine. Ensuite, XERFI, eux, toujours pour les... On parle bien de perte de revenus. Un autre facteur classique qu'on n'a pas évoqué de récession, c'est que les gens économisent plus. Le taux d'épargne augmente en début de récession. Oui. Parce que l'inquiétude fait que les gens repoussent des achats et épargnent plus. Et l'autre point, c'est que XERFI, dans leurs prévisions, ils voient le pouvoir d'achat des ménages qui avait augmenté de 2% l'an dernier, 2019. Ils le voient baisser de 1% en 2020 à ce stade. Ce sera peut-être pire, hein, mais donc ce qui ferait une baisse déjà d'au moins 3%, avec en plus deux inconnus derrière ça, c'est que on est pour le moment l'inflation plutôt en baisse. Alors nous on a vu personne qui dit que l'inflation va exploser, mais on ne contrôle pas. Et l'autre point, c'est que le gouvernement était quand même dans une politique de baisse, alors pas majeure, mais des impôts, pour essayer de stimuler la demande. Avec tout ce qu'ils ont dépensé, on peut être un petit peu sceptique sur le fait qu'ils vont encore réussir à baisser les impôts très longtemps. Donc ensuite, est-ce que c'est 11 milliards, 55 milliards? Je ne suis pas économiste, quoi. D'accord. Une dernière question peut-être qui vient d'arriver. 2 questions d'ailleurs. Le développement du localisme, comme vous l'avez exprimé, et la tension sur le pouvoir d'achat sont-ils compatibles à court terme? Oui, mais effectivement, j'allais dire, ça dépendra aussi de la façon dont les acteurs du commerce alimentaire géreront l'accès au localisme. C'est pas antithétique, c'est juste les modalités de donner accès au localisme. Et c'est pour ça que du coup, la question de réfléchir au partenariat avec des acteurs locaux et à la façon de rendre ces choses-là accessibles seront clés pour que ça ne paraisse pas effectivement hors de prix. Maintenant, oui, effectivement, on aura forcément une partie de la population qui n'aura pas la possibilité et le luxe d'y avoir tout le temps accès. Mais sur une segmentation consommateur, on sait qu'il y aura de toute façon une tranche qui restera plus sensible que par avant à cette tendance-là. D'accord. Et le reste de la question, en fait, est assez similaire finalement, et tu as donné à peu près les réponses. Est-ce que les grands équilibres entre consommation qualité et consommation cœur de marché ou entrée de gamme seront sensiblement et durablement bouleversés dans les mois qui viennent? Mais en fait, il faut bien reconnaître que les retailers français, dans d'autres pays aussi, mais ont fait d'énormes efforts pour baisser les prix pour les consommateurs. Donc, ça va continuer. Donc, quelque part, c'est une espèce de tension créative qui est au cœur du métier de commerçant et où, quelque part, les consommateurs, ils demandent l'un et l'autre. Et donc, c'est une espèce de tension qui va continuer entre la demande de qualité et on le voit bien, dès que les écarts de prix entre produits cœur de gamme, qu'ils soient en marque nationale ou en MDD, et les premiers prix se réduisent, les gens quittent les premiers prix. Les gens ont d'un peu de rêve, d'un peu de
qualité, de valorisation dans les produits qu'ils achètent. D'accord. Ok, eh ben, un grand merci à tous les deux, Germain et Bernard. Je vais juste demander, Germain, d'arrêter le partage d'écran. Voilà, super. Merci beaucoup. Je vous avais dit que je vous prendrai 5 minutes à la fin. Je ne vais pas prendre plus parce qu'il est 26, donc de toute façon, dans 3 minutes, on s'arrête. Je voulais juste vous donner une première information, un peu en avant-première. D'ailleurs, vous êtes les premiers à le savoir, à part l'équipe, bien évidemment. La journée partagée prospective que vous connaissez, à laquelle vous avez peut-être assisté l'an dernier ou sur laquelle vous avez vu, j'avais commencé à communiquer un petit peu de choses là-dessus, se fera bien évidemment pas en présentiel, mais elle se fera en full web, en full digital, le 25 juin. Donc je vous donne cette information-là, je la redonnerai dans la newsletter de dimanche et je vous donnerai des informations au fur et à mesure là-dessus. Vous ne serez pas obligé de rester derrière votre écran pendant toute une journée, parce que ça, c'est un peu compliqué, mais on va trouver une manière de faire en fait, qui va vous permettre d'avoir accès au contenu qu'on a déjà. Le programme est prêt et le contenu va être a priori extrêmement intéressant, mais on a décidé de maintenir cette journée tout en digital. Donc le 25 juin, mais je vous redonnerai plus d'infos là-dessus. Et on travaille avec l'équipe sur comment transformer, comment faire évoluer l'activité de l'Institut Commerce. On a parlé de pas mal de choses aujourd'hui. On s'applique ça à nous aussi parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne bouge pas non plus. Donc il y a un certain nombre de thématiques en fait, qui sont déjà ressorties. Et encore une fois, Germain et Bernard les ont évoquées aussi sur la promo de demain. Sur la logistique du dernier kilomètre, sur la logistique inverse également, ce qu'on appelle reverse logistique, sur les piliers de la RSE, on en a un tout petit peu en parlé, mais ils sont très importants. Donc c'est trois sujets entre autres. Il n'y a pas que cela, mais sachez qu'on est en train de revoir aussi la manière de vous fournir du contenu, de vous fournir une communauté. On essaie de mixer les communautés, les différents groupes de travail. Parce que tous ces sujets-là en fait se combinent et donc on fait notre part aussi. Voilà, c'était juste le petit message que je voulais vous passer. On arrive à la fin de donc vivement le 25 juin, merci. On arrive à la fin de ce webinaire, le 6e déjà. On réfléchit également à la continuité de ces webinaires quand on sera sorti du confinement. On va certainement garder un rendez-vous hebdomadaire comme ça. Peut-être pas le mercredi soir à 18h30 parce que ce n'est pas forcément simple. Mais on fera un sondage pour savoir quel est le meilleur créneau. On a déjà pas mal d'idées, pas mal de choses qu'on souhaite partager avec vous. Donc, il y a pas mal de choses qui se passent et c'est tant mieux. Voilà, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. À bientôt, au revoir. À bientôt, Xavier. Merci pour tout. Merci. Et merci beaucoup. Au revoir. Donc tout le monde s'en va au fur et à mesure, voilà, c'est normal. Mais je fais en sorte de bien fermer la réunion pour pas qu'il y ait des surprises plus tard. Voilà.